Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Elle revient 5 fois dans une même phrase de l'entretien qu'a eu le roi Mohamed VI avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, début avril. Elle, c'est l'Algérie. Je cite, « L'Algérie a une responsabilité flagrante. C'est l'Algérie qui finance, c'est l'Algérie qui abrite, c'est l'Algérie qui arme, c'est l'Algérie qui soutient et qui apporte son soutien diplomatique au Polisario. » Fin de citation. Dans ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans maintenant, ce sont nos voisins qui tirent les ficelles tout en essayant de rester en retrait. Mais depuis quelque temps, le Maroc montre que sa patience a des limites et qu'il les a atteintes. Il dénonce le rôle de l'Algérie dans le soutien du Polisario, à Tindouf, chez elle, et dans nos provinces du Sud. Nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous parlerons du sommet arabe qui s'est tenu dernièrement à Dhahran, en Arabie Saoudite. Le sommet a été l'occasion de réaffirmer les constantes et les fondamentaux du monde arabe, à savoir la Palestine et l'Iran. Avec nous pour en débattre aujourd'hui, Naïm Kamal, directeur du site Kuwait.ma, et le professeur Mohamed Benhamou. Vous êtes universitaire, président du Centre marocain des études stratégiques et vous êtes aussi spécialisé dans les questions de sécurité et de terrorisme. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. L'Algérie donc clairement impliquée au Sahara. Pourquoi et comment? Ça va être l'objet de notre première partie. On en parle, on en reparle parce qu'il faut que ça se sache, l'Algérie est directement impliquée. Alors dans sa résolution 2351, le Conseil de sécurité de l'ONU demande expressément à nos voisins de s'impliquer plus et mieux dans la résolution du conflit du Sahara. Depuis cette date, le Maroc montre que son voisin de l'Est est en réalité le seul et unique responsable de cette situation qui dure et qui ne saurait trouver une solution sans son implication directe. Mais l'Algérie refuse depuis toujours et elle continue encore à refuser puisque la semaine dernière encore, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, elle a dit que les choses resteront ainsi et ne bougeront pas. Naïm Kamal, on commence par vous. Ainsi que le disent et le répètent les spécialistes de la question, et aujourd'hui de plus en plus de monde, même parmi les profanes, le conflit du Sahara est la conséquence et non la cause du différend entre le Maroc et l'Algérie. Si vous voulez, ça dépend à quelle période on va remonter. Maintenant, si on peut remonter un peu dans l'histoire pour voir vraiment les véritables origines de du développement de cette haine, on peut remonter à la bataille d'Isli. En 1844, août 1844. En ce moment-là, avec l'émir Abdelkader, il y a eu la bataille d'Isli et le roi Moulay Abdelrahman avait volé au secours de l'émir Abdelkader, d'abord pour empêcher la colonisation de l'Algérie ou pour stopper la colonisation de l'Algérie, en même temps ne pas ouvrir la voie à la colonisation du Maroc. En ce moment-là, il y a eu la défaite de l'émir Abdelkader et dans son sillage, celle de l'armée du sultan Moulay Abdelrahman. Et ce dont on ne parle que très rarement, c'est qu'il y a le traité d'Isli qui a déjà à cette époque amputé le territoire national d'une bonne partie de son espace et qui a été déjà intégré dans le territoire qui allait devenir, ou qui était en devenir, d'être l'Algérie française. On peut revenir plus récemment, c'est-à-dire au moment du déclenchement des mouvements de libération au Maghreb, que ce soit au Maroc, puis plus tard en Algérie, puis en Tunisie, bien avant l'Algérie, et le soutien qui a été apporté au Maroc. Je crois, a posteriori, ou plutôt postérieurement, on peut porter un jugement sur une erreur marocaine, celle de ne pas avoir mis sur la table en ce moment-là, c'est-à-dire au moment des accords d'Évian, au moment où la France signait les accords d'Évian qui allaient donner l'indépendance à l'Algérie que nous connaissons aujourd'hui, de poser le problème des frontières. Alors, le Maroc, le roi Mohamed V, avait préféré, malgré les sollicitations à l'époque du général de Gaulle, laisser cette affaire à l'indépendance. Nous n'allons pas tirer dans le dos de nos amis et de nos frères, disait-on, algériens. D'ailleurs, avec beaucoup de cynisme, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, quand il veut rejeter les négociations entre le Maroc et l'Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, les Marocains nous ont soutenus dans le mouvement de libération, ce n'est pas pour autant que c'est eux qui sont allés négocier à notre place l'indépendance de l'Algérie. Ça n'a jamais été question. Il n'a jamais été question de ça. Il n'a jamais été. Non, mais c'est le cynisme. J'ai poussé pour expliquer que quoi aujourd'hui, eux, ils sont un soutien tout à fait normal. Alors qu'ils viennent de vous dire par là que vous nous avez tendu la main, alors en ce moment-là, on vous gifle par l'autre. Ça, c'est une réalité. Et donc, à partir de là,
il va y avoir avec l'arrivée de Ben Bella, c'est-à-dire la mise à l'écart de Farhat Abbas, du gouvernement provisoire algérien, et l'arrivée de Ben Bella, et derrière Ben Bella, un certain Houari Boumediene, il va y avoir le reniement de cet accord, et même plus, on va assister à des provocations au niveau des frontières. D'ailleurs, Abdallah Al-Aroui en parle très bien dans une étude. J'ai oublié là le titre exactement de cette étude, mais il existe comment des postes avancés de l'armée de libération algérienne ont commencé à provoquer à la frontière, notamment au niveau de Kolomchar et la région, à provoquer l'armée marocaine. Et c'est là où il y a eu le déclenchement de ce qu'on appelle la guerre des sables. Eux, ils arrêtent l'histoire ici. Les Algériens arrêtent l'histoire à la guerre des sables. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les Marocains, alors à un moment donné que nous n'étions pas encore prêts, que nous n'avions pas encore une véritable armée classique, et ils ont profité de notre faiblesse pour nous attaquer, alors que ce n'est pas vrai. Et tout le reste, c'est juste de la justification, parce que ce qu'il y a de vrai dans cette histoire, c'est que l'Algérie de Mbella, ou celle après lui de Houari Boumediene, a développé une vision hégémonique de la région. Et Paul Balta, Paul Balta, pour ceux qui ne le connaissent pas, était le correspondant du journal Le Monde à Alger pendant de longues années. Il était très proche de Houari Boumediene, et un jour il lui a posé le problème de la Prusse. L'Algérie voudrait être la Prusse du Maghreb. Et c'est Paul Balta qui rapporte. Et Ben Bella, Houari Boumediene lui dit oui, c'est notre droit de vouloir être la Prusse du Maghreb. Nous en avons les moyens, nous en avons le sous-sol, nous en avons le territoire et nous en avons les hommes. Et donc, à partir de là, il y a toute une vision hégémonique, et tout ce qui permettrait, aurait pu permettre le développement du Maroc va être sujet de blocage. Il n'y a pas rapidement, on va passer de Paul Balta à Jean Daniel. Il y a un épisode qui est très important. Au moment où le roi Hassan II, le roi Hassan II annonçait la marche verte, quelle avait été sa réaction? Et ça montre exactement la haine. C'est-à-dire, quand il a lancé la marche verte, et Jean Daniel le rapporte, Houari Boumediene est entré dans une colère folle, et il a commencé à insulter le Maroc, son régime, son roi, par des propos de ce que disait Jean Daniel, des voyous de Bab el-Oued. Des voyous de Bab el-Oued. Donc ça. Mais je voudrais revenir sur l'essentiel. Avant le déclenchement de l'affaire du Sahara, l'Algérie a été un territoire d'accueil de tous les opposants au régime. Il ne faut pas oublier qu'en 1973, l'affaire de... Rappelle-moi non, pas Oulad Khalifa. Dans la région de Khnefra. Moulay Bouazza. L'infiltration est venue de l'Algérie, c'est l'histoire d'Omar Dakoun, de Bennouna, etc. Bien, alors ça, si vous me permettez, ça c'est pour l'histoire. C'est pour vous dire qu'il y a toute une politique qui est antérieure à l'affaire du Sahara. C'était pour planter le décor un peu, pour essayer de comprendre pourquoi les Algériens sont comme ça avec les Marocains, sachant que les Marocains ont eu quand même une attitude plus qu'honorable, élégante, chevaleresque, même pendant qu'eux étaient en but avec l'occupant français et que nous étions déjà indépendants, que nous ne voulions pas négocier en attendant qu'eux reprennent recouvrent leur indépendance. Alors, professeur Benhamou, on en est là maintenant. Donc je reviens sur cette phrase qui me semble extrêmement importante du roi Mohamed VI à Antonio Guterres. Tellement c'est répété, c'est un style en français qui est connu, c'est répété. L'Algérie a une responsabilité flagrante. L'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme, l'Algérie soutient et apporte son soutien diplomatique. Alors, quels sont les mécanismes? Comment elle fait concrètement pour armer, pour soutenir? Abriter, on sait, pour armer et pour soutenir. Non, moi, je pense qu'il faut rester justement dans cette logique historique pour voir que l'Algérie est le triste destin du Maroc par son voisinage. Certes, il y a eu Isli, la bataille d'Isli, donc à cause de notre soutien à l'Algérie depuis qu'elle est occupée en 1830, et il y a eu après l'accord de Tanger et l'accord de l'Al-Lamrnir, qui nous a coûté en termes de territoire et de frontières. Mais c'est à cause de ça aussi qu'on est arrivé à la conférence d'Algeciras en 1906. Et
C'est comme ça aussi qu'on est arrivé au traité de Fès du 30 mars 1912. Le 1er novembre 1954, effectivement, donc, bon, on soutient et on abrite le groupe d'Oujda. Naïm a dit d'une manière donc, très claire et limpide donc, cette évolution. Maintenant, depuis l'indépendance de l'Algérie, je suis beaucoup plus tenté de parler du régime algérien. Le régime algérien a fait donc de la conflictualité avec le Maroc une doctrine. Et le régime algérien a trouvé dans le Maroc l'ennemi idéal. Il y a eu la guerre des sables qui a été initiée, provoquée par les Algériens parce que donc, bon, ben, elle allait être exploitée et elle est toujours exploitée parce que ce que disait Naïm tout à l'heure, c'est effectivement donc le régime algérien dans sa relation de conflictualité avec le Maroc, il l'a basé sur la notion de la victimisation. Ils ont été donc victimes d'une agression marocaine en 1963. Il la qualifie de Al-Hagra. Il revient donc sur cette guerre en disant donc d'une manière donc assez répétée que le Maroc atahom treha, etc. Donc autant de concepts qu'ils ont développés autour de ça pour créer une certaine animosité et surtout donc une image du Maroc assez diabolique. On l'a vu, les positions, c'est inimaginable de voir que l'Algérie va soutenir l'Espagne dans l'affaire du rocher Leïla contre le Maroc. C'est de voir aussi donc l'Algérie prendre cette position dans la question du... Il vaudrait peut-être mieux développer l'histoire de la prise de position contre le Maroc dans l'affaire de Leïla. Oui. Oui, effectivement. Qui relève toujours de la doctrine et du dogme algérien, voilà, qui est là où il peut taper sur les Marocains, ils y vont. Là où ils y vont, alors que c'est un rocher qui est à quelques mètres du territoire national. On y va à la nage. Et absolument. Et les Espagnols donc, ont fait de ce rocher donc, un symbole, et au lieu tout simplement donc, d'être dans la logique à la fois de la géographie, de l'histoire et de la souveraineté, les Algériens donc, ont opté pour une voie complètement anti-marocaine. La question et de donc, solidarité Sahara, avec Madrid. Absolument. La question du Sahara marocain, donc c'est la même chose. On va voir que les Algériens... Comment ils font pour soutenir? Le soutien diplomatique, on le voit, mais le soutien dans nos provinces du Sud, comment ils font pour soutenir? C'est le soutien, donc il se fait, soyons clairs sur cette question. Aziz, vous posez une question directe, il faut qu'aujourd'hui donc, on apporte les réponses directes. Les services de sécurité algériens ont recruté parmi les jeunes dans nos provinces du Sud des jeunes qui sont dans une relation pratiquement donc de fonctionnariat. Ils sont payés, ils sont rémunérés, ils sont financés et ils ont monté des circuits de financement. Et bien sûr, donc la contrepartie, c'est de fomenter certaines, bien sûr, insurrections ou aller dans tout ce qui peut porter atteinte à l'image du Maroc, mais surtout tout ce qui peut mettre le feu dans cette zone. Alors, il y a bien sûr, on parle de Boumerdès, on parle bien sûr de cette soi-disant, donc voilà, conférence internationale donc, de soutien, etc. Autant d'événements. Il faut tout simplement se dire que le Polisario, et les membres du Polisario, quand ils voyagent à l'étranger, c'est avec des passeports algériens. Quand ils installent leur soi-disant représentation, le financement, il est algérien. Quand ils se déplacent un peu partout dans le monde, le financement, il est algérien. Le Polisario, donc, dans les camps de Tindouf, tout l'argent qui circule pour le maintenir donc, en vie, c'est l'Algérie donc, qui finance. Il y a aujourd'hui donc, une réalité qui s'aggrave parce que
quand on prend ce qui se passe aujourd'hui, la valeur donc du temps T dans lequel nous sommes, l'Algérie aujourd'hui est un pays qui est gouverné par le pouvoir de l'absence. Et l'Algérie est un pays avec un régime qui a fait donc de la conflictualité, de la relation conflictuelle et la conflictualité avec le Maroc, donc une doctrine. Troisièmement, l'Algérie aujourd'hui vit des crises multiples et profondes sur tous les plans, mais l'élément aujourd'hui donc qui est nouveau, c'est que le carré qui a gouverné l'Algérie jusqu'à présent et qui était soudé, il commence à connaître donc des fissures. Ce qui fait dire à beaucoup que l'avenir de l'Algérie est incertain. Le Maroc a réussi des avancées diplomatiques et politiques énormes. L'Algérie aujourd'hui, donc tout ce qu'elle cherche à faire concernant la question de l'intégrité territoriale du royaume, c'est de miner le processus, de le faire imploser et de ramener la question. Restons donc, sur ces gens du Polisario donc, qui sont chez nous. Donc vous avez dit que quand ils se déplacent à l'extérieur, ils ont des passeports algériens à partir des camps de Tindouf. Mais il y a des gens qui sont détenteurs, qui sont porteurs de passeports marocains, Naïm, qui sont actifs au Sahara, dans les provinces du Sud, et qui ont la liberté de se déplacer, de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, tant qu'ils n'agissent pas par violence. Comment ça se passe de l'autre côté, justement, à Tindouf? Est-ce qu'on peut parler d'un équilibre? Est-ce qu'ici, ils ont le droit de parler, de dire ce qu'ils veulent? Est-ce que là-bas aussi, c'est pareil? Comment ça se passe dans les camps de Tindouf? Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé à Mustafa Ould Selma quand il a pris position en faveur du plan d'autonomie. L'ancien chef de la police. Oui, le plan d'autonomie. Ils ont tout fait pour le faire taire et quand ils n'ont pas pu le faire taire, ils l'ont expulsé et il a dû vivre pendant longtemps sous une tente en Mauritanie, près de la représentation des Nations Unies. Et puis, il est toujours, je crois. Mais on l'a réduit au silence. Il n'y a pas de journalistes qui vont le voir, il n'y a pas de médias qui vont le filmer, il n'y a rien autour de ce qu'il développe. Et, alors, quand vous voyez un tel comportement, vous pouvez extrapoler, même si vous n'êtes pas informé. Quoique le Maroc est très bien informé sur ce qui se passe dans les camps de l'Hmemda. Et la nature, et même l'exactitude de la nature de l'armée algérienne avec le Polisario, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a eu beaucoup de retours, et parmi les retours, il y a eu des dirigeants historiques et qui étaient en contact direct avec les responsables algériens, et que donc ils ont été débriefés, et le Maroc et les services des autres pays, les services qui comptent, savent quelle est la nature de cette relation, et quand les Algériens disent « on n'a rien à voir avec cette affaire », tout le monde sait qu'ils mentent. Donc, pour revenir à cette histoire de liberté d'expression, le Maroc s'était inscrit à partir des années 2000 dans une logique d'ouverture vers une solution véritable, mutuellement acceptable, politiquement réalisable, et qui a été ce projet d'autonomie. Et non pas parce qu'on en était arrivé à l'infaisabilité du référendum d'autodétermination. Et là, le Maroc s'est ouvert, il a dit, bon, de toutes les manières, ce qu'on appelle, entre guillemets, le Polisario de l'intérieur, ce n'est pas une majorité. On a vu à Gdimzik ce qu'ils étaient, un groupuscule, actif, assassin, violent, mais un groupuscule. La grande majorité, la plus vaste majorité des Marocains du Sahara ont leur position claire et nette pour la marocanité du Sahara. Il fallait les tolérer. Al-Hmemda, si vous ouvrez demain la frontière, tout le monde rentrera. Tout le monde rentrera. On ne va pas exagérer, on ne va pas dire tout le monde. Au moins 70 à 80% des réfugiés ou des séquestrés, appelons-les comme vous voulez, dans ces régions, vont entrer au Maroc. Alors, je m'arrête sur ce point des réfugiés et des séquestrés. C'est Mohamed Ben Hemmo. Les réfugiés, je suppose que ça doit répondre à des conditions. Absolument. Si ça ne répond pas à ces conditions et qu'il n'est pas la liberté
Et d'après ce qu'on sait, et c'est confirmé de plus en plus, et Naïm le disait un instant, il n'y a pas de liberté de circulation. Alors, quelles sont les conditions pour être des réfugiés? Et si ce n'est pas des réfugiés, donc pourquoi sont-ce des séquestrés? Ce ne sont pas des réfugiés parce qu'ils n'ont pas le statut de réfugiés jusqu'à présent. Et l'Algérie donné par le HCR, refusé. par le Haut Voilà, Commissariat. l'Algérie, le Haut Commissariat réfugiés des Nations Unies, et il a fait des tentatives. L'Algérie se refuse tout simplement. Il faut le préciser avec l'actuel secrétaire général des Nations Unies qui était au commissaire aux réfugiés. Et qui connaît très bien cette affaire, et il sait très bien à qui il a eu donc affaire sur ce dossier. L'Algérie donc a tout fait pour bloquer cette situation et ne pas donc donner à ces gens le statut, parce que le statut donc leur octroie des droits. Et bien sûr, donc l'Algérie veut maintenir cette population derrière un rideau de fer et dans une zone donc à huis clos, dans laquelle donc pratiquement donc elle fait ce qu'elle veut, puisque donc c'est une zone de non-droit. C'est ce qui fait aujourd'hui donc qu'on n'a aucune idée, et jamais l'Algérie n'a accepté jusqu'à présent donc l'ouverture des camps pour qu'il y ait tout simplement donc un recensement de ces gens, parce que donc le statut de réfugié donc nécessite et exige donc qu'il y ait un recensement, parce que toutes les aides découlent de ce recensement pour déterminer les besoins, etc. C'est aussi donc une identification donc de cette population. Mais l'Algérie, elle sait très bien donc ce qu'elle a dans cette marmite. Elle sait très bien donc qu'elle a mis donc un peu une population en provenance de plusieurs origines, et qu'elle n'est pas forcément... Pardonnez-moi, justement, Mohamed Belhamour, est-ce qu'il n'y a pas une certaine illogique ou incohérence d'appeler à l'autodétermination alors qu'on refuse de faire un recensement? Mais vous savez, c'est là notre problème. C'est que nous pensons donc qu'on est en train de traiter avec un pays qui a donc une vision qui est claire et qui a donc des objectifs qui sont déterminés. Tout ce que donc l'Algérie ou le régime algérien cherche, c'est de mettre des cailloux dans la botte du Maroc. Le problème, justement, ce que Naïm évoquait tout à l'heure, je l'ai dit, l'Algérie est victime de ce rêve d'être l'État pivot dans la région. Et le peuple algérien est la première victime de ce régime, et il en paye les frais, et avec lui l'ensemble des peuples de la région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce régime, il va pousser tout ce que donc on peut mettre en place d'une impasse à une autre, et de créer aussi donc des problèmes, donc d'un problème à un autre. Nous sommes, quand le régime algérien a senti que les choses sont en train d'aller vers la solution, il est en train de faire de l'anti-jeu, parce que donc, disons-le d'une manière claire et nette et précise, ce que l'Algérie cherche aujourd'hui, c'est tout simplement donc de ramener le processus au point de départ, c'est-à-dire donc revenir encore en arrière pour aller encore donc dans 40 années, ou je ne sais plus encore combien, donc la durée de vie d'un problème. C'est pourquoi il est clair que le système et le régime algérien gèrent ces conflits intérieurs et ces différends intérieurs par la violence. Il a besoin de temps en temps donc d'avoir un ennemi dont il peut se servir comme écran pour mieux régler ses problèmes. Effectivement, il y a eu la guerre des sables, mais qui a préparé immédiatement, donc, quelques peu d'années après, le coup d'État donc, de juin 1965. Après, donc, on va voir donc, tout le processus et l'installation donc, des services de sécurité militaire et des services de sécurité jusqu'au DRS. Donc, comment toute cette évolution a fait que nous sommes face à un régime pour lequel donc, sa politique, son existence,
s'articule autour de sa position envers le Maroc. La politique pour ce système algérien, c'est le Maroc. Donc, et j'ai tendance des fois à dire que pour le régime algérien, tout ce qui peut nuire au Maroc est bon pour l'Algérie. C'est tout à fait ça. Alors, Algérie, on peut considérer qu'elle est placée maintenant devant ses responsabilités, que nous sommes à une période de l'année que tout le monde connaît, qui est la discussion sur la résolution pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Dans la résolution 2351, déjà, la résolution 2351 déjà demandait à l'Algérie de s'impliquer directement. Depuis l'arrivée de Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général, on parle de plus en plus. Il a déjà fait le parallèle, on en parlait la semaine d'avant et la semaine dernière, mais c'est très important de revenir là-dessus. Un parallèle entre France, Allemagne dans le temps et Maroc, Algérie aujourd'hui. Le président Macron parlait en Algérie de discussions directes. Alors, Naïm Kamal, est-ce que vous ne pensez pas, vous me répondrez à cette question après la pause parce que le temps court, vous le savez bien, est-ce que vous ne pensez pas que cette fois, cette résolution pourrait être un peu plus dure et rude vis-à-vis de l'Algérie? On se retrouve après la pause, quelques instants de pause, nous nous retrouvons. Merci. Rebonsoir mesdames, messieurs, nous nous retrouvons pour cette seconde partie du débrief, la première partie ayant été consacrée à l'Algérie et à son implication dans l'affaire du Sahara. Nous allons continuer sur cette question. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui avec Naïm Kamal, directeur du site Kuwait.ma, et professeur Mohamed Ben Hemmo, qui est président du Centre marocain des études stratégiques et aussi spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. On va en parler quand on parle de cette question du Sahara. Juste avant la pause, Naïm Kamal, je vous posais la question sur la résolution. Vous répondez rapidement parce qu'on va passer à autre chose. Juste après, cette question de l'Algérie qui a été l'Algérie à laquelle on avait demandé à l'ONU l'année dernière de s'impliquer directement. La semaine dernière, elle disait encore que rien ne changera, que l'affaire est entre le Maroc et le Polisario. Ils continueront longtemps comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas assez mûre, n'est pas dans cette maturité de chercher une solution. Et Stephen Hamou le disait tout à l'heure, l'hostilité au Maroc est une doctrine. Et est un concept fondateur de l'État algérien et de l'identité algérienne. C'est contre l'État séculaire qui est l'État, ou multiséculaire qui est l'État marocain, que l'Algérie s'est mise à construire la sienne. Et donc, pour l'instant, ils ne sont pas prêts. D'abord parce que, même intérieurement, politiquement, ils ne sont pas en ordre de marche. Sinon, on n'aurait pas lancé l'idée d'un cinquième mandat pour un 81 ans malade et cinquième mandat pour un président, Allah Ychafih, malade, très malade, et on sait ce que c'est une attaque cérébrale, en plus d'autres maladies qu'il porte. Il ne faut donc pas rêver. Maintenant pour l'ONU, je crois que l'ONU va durement et difficilement essayer de trouver des équilibres pour entretenir au moins cette situation de ni guerre ni paix, en espérant qu'il n'y ait pas de provocation assez forte pour conduire à une confrontation ouverte. Maintenant, adviendra ce qui pourra. On attendra, la résolution va être le projet va être distribué dans les jours qui viennent. S'il est écrit que pour le Maroc et l'Algérie, on doit faire 2 guerres mondiales pour qu'on arrive à dire qu'il faudrait s'entendre, alors il faudrait dire que c'est ce qu'à Dieu ne plaise. Je pense que les Marocains sont plus sages que ça. Professeur Ben Hemmo, nous avons vu récemment dans une émission spéciale, ici même sur Média 1 TV, une émission à laquelle vous avez participé, des images de gens du Polisario, des Marocains porteurs de passeports nationaux, recevoir des entraînements militaires en Algérie. Et pour revenir dans les provinces du Sud et utiliser ces armes. D'où l'inquiétude du Maroc. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de sévir contre ces gens, de passer au pénal? Parce que ce sont des gens qui sont porteurs de passeports nationaux, qui vont chez une puissance étrangère recevoir un entraînement au maniement des armes, des explosifs et d'autres choses, et qui reviennent. Est-ce que ce n'est pas de la trahison, tout simplement, pour appeler les choses par leur nom? Absolument. On voit un petit peu ce qui se passe en Espagne et ailleurs. Les Catalans ont mis en place un référendum qui était anticonstitutionnel, anti-normes de l'État espagnol, et c'était juste donc une voie
purement politique. On voit le résultat. Ils sont poursuivis pour rébellion et risquent 30 ans de prison. Oui, et certains sont déjà en prison. Leur leader, il est en phase donc peut-être d'expulsion pour qu'il soit jugé. Donc aucun pays au monde ne peut tolérer que ces citoyens aillent dans un pays étranger pour bénéficier d'entraînements militaires, pour être embrigadés et pour revenir avec un discours ou un comportement haineux et se préparer à des actes qui sont tout simplement et purement donc des actes de guerre. Donc ces gens ne sont ni séparatistes ni quoi que ce sont tout simplement des criminels et ils doivent être traités ainsi. Des mercenaires, des criminels, ils doivent être traités ainsi. Maintenant, si c'est ça, le statut et la situation de ceux qui partent avec des passeports marocains pour rejoindre donc des camps d'entraînement et pour manier des armes et revenir, il faut aussi qu'on se le dise d'une manière très claire. Le pays qui abrite ce genre d'activité déclare purement et simplement donc la guerre au Maroc. Et ce pays, il abrite des éléments qui peuvent justement donc être répertoriés dans la catégorie donc de groupes terroristes. Donc ce pays veille et abrite des terroristes. Alors, si tu me le permets, donc là, moi je pense qu'il faut que les choses donc soient claires. Il est temps que l'Algérie rende des comptes sur le plan pénal et que les dirigeants donc algériens rendent des comptes. Il y a plusieurs situations. La situation des Marocains qui ont été expulsés, c'est un crime contre l'humanité. Les soldats marocains, mais un crime contre l'humanité est imprescriptible. Vous savez, les Arméniens, donc il y a, ça fait donc un siècle et ça traîne toujours. Donc c'est toujours, etc. Donc c'est un cas, mais il y a d'autres. Je pense aujourd'hui qu'il est clair que l'Algérie assume ses responsabilités. L'Algérie, aujourd'hui, donc, elle a une position qu'elle a choisie elle-même, c'est d'abriter, de financer et de donner à ces milices tout ce qui peut donc porter une action anti-marocaine. Elle doit assumer cette responsabilité. L'Algérie est une principale donne dans l'équation de la crise et du conflit dans la région. Elle doit être une donne dans tout ce qui peut être la solution. On reste sur ce point-là. Dans la déclaration de l'Ayoun de la semaine dernière, il a été dit clairement que le régime algérien fomente des troubles dans les provinces du Sud. Et cette année, plus que les autres, les Algériens sont extrêmement actifs. En 2013, un document avait circulé montrant très clairement le soutien d'Alger aux séparatistes pour organiser les manifestations dans les provinces du Sud. Alors donc ça continue, le document remonte à 2013, mais il y en a d'autres, et donc ça continue encore. La déclaration de l'Ayoun reparle des Algériens qui fomentent. Alors comment ça se maintient encore aujourd'hui, avec quels moyens? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant au Sahara, à ce niveau-là? Il y a aujourd'hui donc un financement encore plus important que les financements octroyés par le régime algérien aux séparatistes et à ces groupes. Aujourd'hui, l'action de l'Algérie donc porte sur tout ce qui peut mettre le feu dans les provinces du Sud et notamment donc par des actions insurrectionnelles. On a vu donc ce qui s'est passé à Gdemizik. Ils essaient aujourd'hui, donc sachant qu'ils ne peuvent plus fomenter donc un coup d'une telle ampleur, donc ils sont en train de financer des petits groupes pour bien sûr donc continuer donc à maintenir ce leurre qui est donc celui d'une zone qui est donc dans une instabilité et à la quête d'une quelconque solution
autre que celle que les Nations Unies cherchent aujourd'hui, donc à savoir donc la solution politique acceptée par les partis. Le régime algérien aujourd'hui cherche à exporter ses problèmes internes vers le Maroc, et on le voit avec la problématique autour de la zone tampon. L'Algérie s'est déchargée de ces groupes terroristes après sa guerre civile dans le Mali. On a vu la suite, on a vu donc la naissance d'AQMI, on a vu donc du GSPC, comment on est passé à AQMI et ce qui se passe, et comment donc les pays du Sahel, essentiellement donc le Mali, ont souffert et continuent à souffrir et payer le prix. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a du mal à continuer à supporter, surtout en phase de crise, et en phase de crise financière, mais aussi donc en phase de crise politique et diplomatique, parce que il faut le dire, l'Algérie a reçu des coups énormes sur ce point, donc, et des revers sur cette question. Alors, il cherche à se décharger en quelque sorte donc de ce. Alors justement, plusieurs événements, Naïm Kamal, se sont produits dernièrement en Algérie. C'est très intéressant ce que vous dites, en plus de ce que vous avez dit, qui est toujours intéressant, mais dans le sens d'exporter le problème vers l'extérieur. Et ça, ce sont les propres médias algériens qui en parlent. Alors justement, on a parlé, Naïm, plusieurs événements sont produits en Algérie qui montrent la connivence et l'implication, la complicité flagrante des Algériens avec les gens du Polisario. Et là, je parle de l'avion de l'Ilyushin qui s'est écrasé la semaine dernière avec 257 morts. Et donc, au-delà de la compassion que peut susciter la mort, il y avait des militaires, il y avait une trentaine. Qui a été exprimé par le souverain. Qui a été exprimé par le roi Mohamed VI. Il y avait des militaires du Polisario dans l'appareil. Ça a été dit par un officiel algérien. Ça a été confirmé par le Polisario. Et ça a été encore plus confirmé par le silence gêné de l'armée algérienne qui n'en a pas pipé mot. Alors que faisaient ces gens dans cet avion, sachant qu'à la même période, le chef d'état-major, le général était dans la deuxième région militaire qui est adossée à la région de l'Oriental, et il parlait à ses troupes de préparation au combat. C'est certainement pas contre la Thaïlande. Quand on voit la carte, on a compris. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste, à quoi ils veulent en venir, et pourquoi ces phrases de Gaïd Salah à ses troupes devant non, on est toujours dans cette politique ou dans cette tactique d'intimidation, de dire qu'on se prépare, qu'on est prêt. Et ce n'est pas la première fois que Gaïd Salah est dans cette position. Parce que je voudrais dire, pour expliquer, d'abord, on sait que les relations entre l'armée, que en vérité le Polisario n'est qu'un bataillon de l'armée algérienne. Il faut qu'on arrête de faire la distinction entre le Polisario et l'armée algérienne. Vous savez, c'est le seul mouvement, déjà au début des années 70, enfin non, à la fin des années 70 et au début des années 80, qui pouvait disposer de missiles SAM solaires pour empêcher l'aviation marocaine d'attaquer les troupes du Polisario, qui est le nom de ce bataillon de l'armée algérienne. Donc il faudrait sortir de cette illusion que le Polisario est quelque chose d'à part. Le Polisario est un corps qui appartient à l'armée algérienne, qui est encadré par l'armée algérienne, qui est formé par là, je suis en train de refaire le discours des souverains, encadré par l'armée algérienne, financé par l'armée algérienne et armé par... D'ailleurs, tout le matériel pratiquement dont dispose le Polisario est un armement d'origine russe et soviétique. Donc, même à l'époque, c'était les orgues de Staline qu'ils utilisaient. De toute manière, ils n'ont pas d'argent pour se procurer des armes. Ils disposaient des orgues de Staline. Alors, pour revenir à l'Ilyushin, moi, je voudrais juste, pour ne pas trop rentrer plutôt pour ne pas trop entrer dans les détails polémiques de cette histoire. L'information, celui qui l'a sorti, le premier, c'est le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas. Alors, moi, ce que je voudrais dire par là, le problème n'est pas là, il est passé inaperçu. Mais il y a un site algérien qui est très lu, qui est TSA, et qui a qualifié, sûrement inspiré, la sortie ou la révélation de cette présence des gens du Polisario dans l'avion, par Ould Abbas, de bévues. Et que
En même temps, il a qualifié. Pourquoi c'est une bévue? Parce qu'il a révélé ce que TSA, très proche du pouvoir, surtout sur la question du Sahara, même si sur le plan intérieur, il peut avoir une certaine distance vis-à-vis de certains courants du pouvoir, il a parlé de révélation de secrets militaires. Bien. C'était donc une énorme bévue. À partir de là, on comprend. S'il parle de secrets militaires, c'est que ces gens ne s'étaient pas des malades qui ont été se faire soigner, ni des familles, ni rien du tout, mais des gens qui ont été dans un entraînement précis et qui ont ramené dans une situation de tension vers les camps. D'ailleurs, on attend toujours le résultat d'une enquête qui a été demandée. Il ne viendra jamais. Et ça fait une semaine, en général, quand il y a des crashs comme ça, surtout qu'il fait partie de l'un des plus graves crashs de l'aviation. Ils ont refusé. Il n'y a toujours rien. Ils ont refusé la participation du Russe. Oui. Alors que les Russes y ont droit parce que l'avion est de fabrication russe. Il y a un autre site algérien qui a parlé. Ce n'est pas la première fois qu'un accident dramatique arrive en Algérie et on a toujours attendu donc, des années, des fois, pour avoir quelques informations. Cette fois, ça nous concerne directement. Oui, directement. Et ce qu'il faut aussi, donc, sur quoi il faut revenir, c'est qu'il n'y a pas la liste entière donc, de l'ensemble donc, des passagers. Et la question qui continue encore à se poser, qui était dans cet avion ? Un site algérien dont le nom m'a malheureusement échappé, que j'ai vu hier, a parlé de beaucoup plus que 30. Oui. Énormément plus. C'est-à-dire que c'était un avion pratiquement qui était un avion du Polisario qui partait à Tindouf. Enfin, du Polisario, de l'armée algérienne qui transportait les gens du Polisario. Est-ce que, comment donc Msahel, qui bien sûr donc, est connu donc, pour toutes ces dérives et aussi donc, ces positions malheureusement donc, qui prouvent qu'il y a réellement donc, une véritable myopie stratégique et une myopie politique. Mais ce que nous pouvons observer justement, c'est que, et ce qui était clair, c'est que les premières informations étaient contradictoires. D'abord, les autorités algériennes ont commencé par dire que l'avion se dirigeait à Oran. Oui. Après, donc, ils ont dit non, c'était à Béchar, et de là, donc, arrivait Tindouf. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on cherche à cacher. Parmi les éléments, justement, qui ont été cités et qu'on a pu donc retrouver, c'est que les éléments du Polisario ont assisté à une réunion militaire pour justement donc aller porter l'option et la stratégie donc à adopter pour les jours à venir. Alors, attendez, maintenant, pour Gaïd Salah qui circule tout le temps, c'est aussi parce que Gaïd Salah, il est en train de jouer le pompier. Et Gaïd Salah, il est en train de faire le tour depuis pratiquement 4 ans. Il est en train de faire le tour de toutes les zones pour un petit peu calmer les esprits parce que ça va très mal dans l'armée algérienne. Quand il est dans la deuxième région militaire et celle qui est juste au-dessous, c'est-à-dire au sud, qui est là où il y a Tindouf, et qui vient parler de préparation de combat, de soyez prêts au combat, de défendre la patrie, de défendre. Il faut bien mobiliser. On voit mobiliser, mais c'est inquiétant. Mobiliser contre qui et pourquoi? La réponse est claire. Alors justement, professeur Benhamou, et la MINURSO dans tout ça, elle fait quoi? Alors, il y a dans le rapport du secrétaire général, on parle de terrorisme, d'activités terroristes à l'est du mur, on parle de bandes criminelles à l'est du mur, on parle aussi du fait que la MINURSO n'est pas sécurisée, les éléments de la MINURSO ne sont pas sécurisés à l'est du mur. Vous avez dit depuis tout à l'heure, vous avez fourni beaucoup d'éléments sur ce qui se passe, encore une fois, à l'est du mur et à Tindouf. La MINURSO, elle fait quoi?
Moi, je pense que la MINURSO aujourd'hui Elle fait sert à partie. quoi? Oui, elle sert peut-être donc à faire perdurer le problème que de lui trouver donc une solution. Je pense qu'il est temps d'évaluer cette mission et il est temps peut-être aussi donc de passer à autre chose. Cet outil donc aujourd'hui, il est complètement donc dépassé par les positions des Nations Unies aujourd'hui. On le voit donc, il n'a plus et il ne doit plus avoir comme mission que celle donc de veiller au cessez-le-feu et bien sûr donc veiller aussi donc à gérer la problématique donc des mines. Point final. Maintenant, c'est un outil qui doit être revu et réadapté donc à la réalité d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui donc n'a plus rien à voir avec le contexte d'avant et nous sommes aujourd'hui dans l'unique et seule logique de la solution politique. Et bien sûr, il est clair aussi que la MINURSO, aujourd'hui, par son silence, par sa passivité, elle a encouragé le Polisario à commettre ces violations. Quand on prend justement le rapport, le dernier rapport du secrétaire général, quand il nous dit dans le paragraphe 33 que les éléments donc, de la MINURSO, il faut le préciser, ils ne peuvent pas donc quitter leur lieu la nuit, donc ils ne travaillent que 2 jours. Et le jour, ils ont un périmètre à ne pas dépasser, et il le dit clairement parce que donc ils risquent d'être enlevé et d'être pris en otage et rapidement. Et dans le paragraphe 40, il parle lui-même que dans cette zone, il y a donc une grande activité de la criminalité transnationale et du terrorisme. C'est le secrétaire général qui le dit. Maintenant, pourquoi on essaie de transformer cette zone qui est donc à l'est du dispositif de défense marocain en une zone grise? Et je pense que la MINURSO assume une lourde responsabilité. Alors, dernier point sur ce thème-là, parce qu'il ne reste plus tellement de temps pour l'émission. On va parler un peu chiffres, on en parlait tout à l'heure hors studio. Combien a coûté ce conflit? Il y a des estimations, des chiffres qui circulent depuis le début. Et combien ça nous coûte encore en termes de croissance et de développement économique? Mais très rapidement, en 1 minute, si vous voulez bien. Rapidement, donc, c'est quelque chose qui a coûté à l'Algérie 150 milliards de dollars. C'est à cause de cette situation de ni guerre ni paix, elle nous a coûté 2 à 3 points. C'est-à-dire que si il n'y avait pas ce conflit imposé au Maroc aujourd'hui dans cette région, l'Algérie, avec les moyens dont elle dispose, serait dans la 17e économie mondiale et le Maroc la 19e économie mondiale. Voilà donc le prix qu'on a payé à cause de, j'ai failli dire donc un gros mot, mais je veux dire tout simplement donc d'une option complètement donc diabolique. Et ce qui fait aujourd'hui, donc d'ailleurs, en disant diabolique, je pense aussi que dans notre démarche, il faut cesser donc de dire que le Polisario existe. Le Polisario n'est que des fantômes. Maintenant, s'il faut dialoguer donc avec le diable, il ne faut pas donc penser aux fantômes. Merci, professeur Benhamou. Merci, Naïm Kamal, pour ces précisions sur le Sahara. C'est pour ça qu'on a débordé sur le deuxième sujet, parce que quand on entend des chiffres comme ce qu'on vient d'entendre, effectivement, il fallait les connaître. On passe au deuxième, pour le peu de temps qui nous reste à la deuxième partie. C'est un monde arabe, donc plutôt divisé, qui s'est retrouvé dimanche dernier à Dhahran, en Arabie Saoudite, 10 mois après que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, l'Égypte et Bahreïn aient suspendu leur lien diplomatique avec le Qatar. Mais on retiendra que les travaux du sommet ont été marqués par l'unanimité quant à la nécessité de redéfinir les fondamentaux et les déterminants de la sécurité nationale arabe à la lumière des mutations qui rythment l'environnement régional. Quelles sont les conclusions, Naïm Kamal, de ce sommet, en quelques mots? Vous pouvez me le dire, vous? Je vous pose la question. Non, je dis ça en plaisantant. C'est-à-dire, vous savez, il y a, je crois, depuis le sommet d'Alger, le sommet arabe d'Alger,
il y a le roi Mohamed VI qui a dit bon, écoutez, ça ne m'intéresse plus d'aller à ces sommets-là où on ne fait que parler. Si on peut faire des choses où l'on peut vraiment réaliser quelque chose pour le monde arabe, vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis de ce qui se fait. Or, aujourd'hui, la situation du monde arabe, il faut le dire, est plus éclatée que ne l'a été encore il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons l'Irak qui pratiquement n'existe plus. Nous avons la Syrie qui pratiquement n'existe plus. Nous avons le Yémen qui pratiquement n'existe plus. Nous avons la Libye qui pratiquement n'existe plus. Et ça fait beaucoup d'inexistence. Sans parler des problèmes avec d'autres pays où il y a beaucoup de conflits. Il y a le conflit maroco-algérien sur le Sahara. Il y a le conflit libano-syrien ou libano-iranien ou irano, etc. Parce qu'il y a les intrants qui sont extra-sphère arabe. On sait qu'au niveau du Golfe arabo-persique, pour ne léser personne, il y a un problème entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On sait qu'il y a un problème entre le Qatar et le reste des pays du Golfe. Et dans ces conditions, il est difficile de sortir. Bon, si on peut sauver déjà l'essentiel, c'est d'essayer d'avoir, et même là encore, on a des difficultés, deux choses. C'est qu'on ne tape pas sur la Syrie n'importe comment, à n'importe quelle occasion, et qu'il faut savoir raison garder, comme l'a dit le message du souverain, à l'occasion, après les attaques contre la Syrie. Si on peut défendre la palestinianité de Jérusalem-Est, c'est déjà pas mal. Bon néologisme. Professeur Benhamou, on terminera avec vous. On sait que le Maroc, diplomatiquement, ne s'engage que quand il a quelque chose à faire. On l'a vu dans les derniers discours royaux, dans l'activité royale sur les dernières années. Et là, comme le disait Naïm, il y a eu un certain retrait du Maroc des réunions de la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'il peut apporter rapidement ? Moi, rapidement, je pense que le Maroc et Sa Majesté l'avaient dit d'une manière donc très claire. Du moment donc qu'on ne peut pas aller vers des solutions concrètes et du moment qu'on ne peut pas apporter des réponses concrètes, ça ne sert à rien d'aller donc vers des rencontres qui font maintenant partie de certaines mondanités juste parce que donc il faut se réunir. Il faut le dire aussi d'une manière très claire. Le monde arabe aujourd'hui est victime de troisies. Il est dans une impasse, il est dans une situation d'impuissance et il va vers des incertitudes. Donc, dans un contexte pareil, dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut donc attendre? Il y a aujourd'hui donc une véritable dynamique qui doit être mise en place. Malheureusement, donc le contexte arabe est loin de pouvoir donc l'initier et la mettre en route. Une dernière précision, Naïm, toute dernière. Ce que dit Mohamed, de répondre à votre question, ce que peut apporter le Maroc dans la conjoncture actuelle, c'est de la modération, c'est de la tempérance, autant que faire se peut. Et je crois que ça, c'est très important dans la situation actuelle de tension. Merci, monsieur. On en restera là. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, restez sur Medi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.